Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où cette affaire va être très spéciale. Alors je sais qu'on vous dit tout ça à chaque vidéo, c'est normal. C'est vrai que toutes ces affaires sont vraiment spéciales en règle générale, mais celle-ci en particulier, vous allez vite comprendre pourquoi, puisque c'est un jeune couple qui s'est fait froidement assassiner, et il va y avoir des rebondissements plus de 40 ans après. C'est complètement dingue. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si connu notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à le faire, vraiment, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, et en plus, nous, on arrive bientôt aux 50 000 abonnés. Franchement, imaginez si c'est grâce à vous qu'on y arrive. Quel honneur. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront, merci pour votre soutien inconditionnel depuis déjà tout ce temps. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Le 12 janvier 1981, le corps d'un homme et celui d'une femme ont été découverts à Houston, au Texas. Le couple, non identifié, est devenu tristement célèbre à l'époque sous le nom de Harris County Dawes, car c'était le comté où ils avaient été retrouvés. Simple, efficace. Les deux corps avaient été abandonnés dans une zone boisée et marécageuse qui n'avait pas encore été développée, juste au nord des limites de la ville de Houston. Leur identité est restée inconnue durant des décennies et leurs meurtres ne sont toujours pas résolus à ce jour. Mais restez ici, ne partez pas parce que cette affaire n'en demeure pas moins complètement dingue. Un habitant de Houston avait laissé son chien courir dans les bois en liberté puisque c'était une zone assez rurale où il pouvait se balader tranquillement sans déranger ni être dérangé d'autres personnes et ou des animaux. Et à leur grande surprise, le chien est revenu avec un bras humain qui était déjà en état de décomposition. Évidemment, une fois que le propriétaire du chien s'en est rendu compte de cette monstruosité, il a immédiatement prévenu les autorités locales. Un groupe de recherche a commencé à fouiller la région, et c'est de cette manière que les deux corps non identifiés ont été trouvés près de Wallisville Road. Les deux corps ont été découverts à quelques mètres l'un de l'autre et les policiers étaient persuadés qu'ils avaient tous les deux été tués à peu près au même moment. Les autorités ont commencé à enquêter sur leur décès et c'est sans surprise qu'il a été déterminé que le couple avait été froidement assassiné. Ce n'était pas une mort accidentelle. La police a également trouvé une serviette ensanglantée ainsi qu'une paire de shorts de sport sur les lieux du crime. Leur cause de décès était un traumatisme de force brutale, mais puisqu'ils étaient déjà en état de décomposition et vu l'époque, ils n'avaient pas les mêmes moyens, ils n'ont pas pu avoir plus de précision quant à leur mort. L'homme avait été lié et battu, et la femme avait été étranglée. Et selon les officiers, la femme avait été attaquée en premier et l'homme était mort en essayant de la défendre. Ils avaient tous deux été dépouillés de leurs vêtements ainsi que de leurs effets personnels, et les deux victimes avaient été fortement décomposées au moment où elles avaient enfin été découvertes, et les policiers ont alors déterminé que le couple était là depuis au moins quelques semaines à environ 2 mois. Encore une fois, ça ne pouvait pas être très exact. Le corps de l'homme avait été si fortement décomposé qu'une partie de ses restes était rendue à l'état de squelette. Cependant, leurs visages, eux, ne s'étaient pas décomposés de manière excessive, et les autorités ont pu dessiner leurs visages afin d'essayer de les identifier. L'artiste médico-légal du comté de Harris, Mary Mize, a alors dessiné du mieux qu'il le pouvait les deux victimes qui étaient considérées comme de jeunes adultes. Les images de reconstruction faciale des deux victimes ont alors été publiées, mais malheureusement, personne ne les a reconnues. C'était un vrai mystère. Le couple décédé n'a pas été identifié au moment de sa découverte, et l'affaire s'est rapidement refroidie. C'est normal, on n'a pas leur identité, donc on ne peut pas enquêter sur leur entourage, leur famille, qui aurait pu leur causer du tort, et il n'y avait aucune preuve, rien sur la scène du crime, et ils étaient déjà en état de décomposition lorsqu'ils ont été retrouvés. Bref, dès le début, ça sentait clairement pas bon pour les policiers. En tout cas, le couple est devenu connu sous le nom de Harris County Dawes, mais était également connu sous le nom de Jane Doe 701 et John Doe 703. Ils ont tous deux été enterrés dans des tombes anonymes dans le cimetière du comté de Harris. Pendant 41 ans, le couple était resté inconnu, sans savoir qui ils étaient, sans pouvoir prévenir leurs proches du drame qui s'était déroulé,
Cependant, les deux victimes ont finalement été exhumées pour des tests génétiques. L'une des raisons pour lesquelles ils avaient été exhumés était de déterminer si les deux victimes étaient liées ou non. Le couple de Harris avait récemment reçu une subvention du National Institute of Justice pour payer plusieurs Jane et John Doe non identifiés pour faire extraire leur ADN et le soumettre à des bases de données. C'était spécifiquement pour les victimes de meurtres non identifiés. Jennifer Love a été chargée de l'exhumation. Elle était directrice de l'anthropologie médico-légale de l'unité d'identification au bureau du médecin légiste du comté de Harris. À la fin de l'année 2020, oui, c'est très récent, les échantillons d'ADN ont été envoyés à une société basée en Californie, spécialisée en généalogie génétique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, je me rappelle en avoir déjà parlé dans des affaires qui datent déjà d'un petit moment. Ils ont utilisé GenMatch, la base de données génétique, et ont commencé à essayer d'identifier le couple non identifié. Misty Gillis a travaillé sur l'ADN de la victime masculine, tandis qu'Alison Peacock a travaillé sur l'identification de la femme. Misty a pu déterminer que l'homme avait des parents éloignés dans le Kentucky, qui était la famille Krause, et elle a découvert que la famille Krause avait des parents qui avaient déménagé dans l'état de Floride, et elle a pu utiliser ces informations pour retrouver quelqu'un qui correspondait étroitement à John Doe. En 2021, Allison a alors contacté la famille Krause et a parlé à une femme nommée Debbie Brooks. Elle a demandé à la femme si quelqu'un dans sa famille avait mystérieusement disparu il y a environ une quarantaine d'années. La femme, Debbie, a alors confirmé qu'elle avait en fait un parent disparu. De ce fait, Debbie Brooks a fourni plus d'informations à Alison Peacock, ce qui a conduit les généalogistes médico-légaux à identifier positivement les victimes du comté de Harris. Le couple décédé a officiellement, en 2021, pu être identifié comme étant Tina et Dean Krause. La femme à qui Allison avait parlé, Debbie Brooks, était en réalité la sœur de Dean Krause. Peu de temps après, sa femme, Tina Krause, née Tina Lynn, a également été identifiée. Le 12 janvier 2021, l'unité des cold cases du procureur général du Texas a publiquement identifié les Krause comme l'a fait le comté de Harris. La mère de Dean, Donna Casasanta, avait conservé la croyance que son fils était encore vivant quelque part. C'était évidemment dévastateur de découvrir qu'il était mort depuis des décennies, mais à la fois ça lui a également permis d'aller enfin de l'avant. À la suite de l'annonce qui a révélé leur identité au public, les membres de la famille Lynn et la famille Krause se sont tous deux rendus au Texas. Ils ont pu avoir un aperçu de première main de l'endroit où leurs proches avaient été retrouvés morts et ont pu visiter les tombes de Tina et Dean. Le frère de Tina, Lee Lynn, a déclaré que les deux familles étaient complètement d'accord pour que le couple Krause soit enterré ensemble. Ce fut évidemment un grand soulagement de voir enfin le couple identifié positivement. Cependant, une fois que les autorités ont finalement su qui étaient les Krause, elles ont réalisé qu'elles avaient un problème entre les mains. Un nouveau problème, et de taille. Qu'est-il arrivé à la fille de Dina et Dean? La petite fille du couple, nommée Ori Marie, n'avait été retrouvée nulle part près du corps de ses parents. Personne ne savait où elle était, il n'y avait pas de bébé qui avait été découvert et qui correspondait à sa description. Lorsque Debbie Brooks a confronté Alison Peacock et lui a demandé si les enquêteurs avaient déjà réussi à retrouver le bébé, elle avait simplement répondu par « Mais quel bébé ?» Les autorités ont eu du mal à comprendre ce qui était arrivé à ce jeune bébé, qui aurait eu environ 1 an au moment du meurtre de ses parents. A-t-elle été tuée avec ses parents? Et son corps a-t-il été mangé par les animaux sauvages? Ou a-t-elle été kidnappée par ceux qui l'ont tuée? C'est d'ailleurs l'une des principales théories, celle que celui qui avait assassiné Tina et Dean Krause avait enlevé leur petite fille. Alison Peacock et sa grande association ont travaillé avec les familles Krause et Lynn, agissant en tant que défenseurs des familles, aidant à essayer de retrouver enfin Ori Marie 40 ans après. Ce qui semble évidemment une affaire fastidieuse et compliquée puisque c'est tout de même 41 ans après les faits. On ne sait pas si le bébé est encore en vie, auquel cas, à 1 an, si elle a été kidnappée, potentiellement son identité a complètement été changée, elle n'est même pas au courant de qui elle est réellement. Donc, ça va être une affaire vraiment très compliquée. Allison avait créé un projet intitulé Hope for Holy DNA Project pour sensibiliser le public à l'affaire.
Le NCMEC, le National Center for Missing and Exploited Children, désolé pour mon accent, a créé une image progressive de ce à quoi il pensait que Holly pouvait éventuellement ressembler aujourd'hui, et cette image a alors été rendue publique et publiée partout à travers le pays. Le dernier endroit où Holly Marie avait été vue était à Louisville, au Texas, mais des décennies s'étaient écoulées depuis, sans aucun signe d'elle. Plusieurs membres de la famille ont soumis des échantillons d'ADN à divers sites web de généalogie, en espérant la trouver. Il y avait plusieurs femmes qui ont écrit à Alison Peacock et ont dit qu'elles croyaient qu'elle pourrait éventuellement être Holly Marie Clouse, mais une fois leur ADN testé, les femmes ont toutes été exclues de cette piste. C'est le 7 juin 2022, un an après l'identification officielle de ses parents, que Holly Marie Clouse a été retrouvée vivante et elle vivait à Cushing, en Oklahoma. La femme, d'une quarantaine d'années, a alors découvert que ses parents biologiques étaient décédés, en plus de ça assassinés, et la plus grande question était « mais qui suis-je en réalité ?» Deux détectives sont venus lui parler, lui ont expliqué que ses parents avaient été assassinés en 1981 et qu'elle avait disparu depuis plus de 40 ans. Holly Marie n'avait forcément aucune mémoire ni aucune connaissance de ce qui s'était passé, ce qui est normal puisque ce n'était qu'un bébé de 1 an. Elle ne savait pas qu'elle était une personne portée disparue ou que ses proches l'avaient cherchée, espérant d'ailleurs qu'elle était encore en vie. Les autorités avaient eu du mal à la trouver parce que son nom était orthographié sous une forme différente. Les certificats de naissance de Holly Marie avaient été scellés, et on a dit aux autorités que la seule façon d'accéder à son certificat de naissance était par une ordonnance du tribunal. Ils savaient pertinemment qu'il n'y avait que quelques raisons pour lesquelles son dossier pouvait être scellé. Soit un dossier juvénile, ou alors elle avait été adoptée. La plupart des détails entourant la vie de Holly Marie n'ont pas été divulgués au public, mais ce que l'on savait, c'est qu'elle avait vécu une bonne vie avec sa nouvelle famille. Elle était mariée depuis 20 ans, avait 5 enfants et même 2 petits-enfants. Certains détails de son enfance ont été gardés du public, évidemment, car la police d'ailleurs enquête toujours sur le double homicide de Tina et Dean Clouse. La police a découvert que Holly avait été laissée dans une église de l'Arizona peu de temps après l'assassinat de ses parents. Les parents adoptifs de Holly étaient Philip McGoldrick et sa femme de Yuma en Arizona. Il était le pasteur de l'église où Holly Marie avait été abandonnée lorsqu'elle était bébé. On avait dit à Holly qu'elle avait été adoptée lorsqu'elle était qu'un pauvre petit bébé de 1 an, mais elle n'a jamais appris la vérité de ses parents biologiques, et de toute façon, personne ne la savait. Le couple n'était alors pas considéré comme suspect. Philippe a expliqué au détective qu'un jour, 2 femmes se sont présentées à l'église. Elles auraient fait partie d'un culte religieux nomade, et les femmes portaient des robes blanches et étaient pieds nus. Les femmes inconnues voulaient laisser le bébé là-bas, et l'une de ces femmes prétendait être la mère de Holly. Elle lui avait donné le certificat de naissance du bébé, ainsi qu'une lettre de Dean Clouse, qui renonçait à tous ses droits parentaux. L'Église a déclaré qu'elle ne savait pas comment les membres de la secte s'étaient retrouvés avec le bébé sous leurs soins. Philippe avait évidemment été surpris par leur demande de garder le bébé, mais les 2 femmes lui ont assuré qu'elles étaient sérieuses au sujet de leur demande à l'église de retirer le bébé de leurs mains. Une fois qu'elles ont fini de parler, les femmes sont parties et Philippe ne les a depuis plus jamais revus. Le jour où Holly Marie a découvert sa véritable identité, elle a enfin pu rencontrer les membres de sa famille biologique lors d'un appel Zoom. Cela s'est produit quelques heures seulement après qu'elle ait parlé au détective. Ses proches étaient évidemment ravis de la chance de parler à Holly, car ils avaient tenu l'espoir toute leur vie qu'ils pourraient un jour la retrouver. En novembre 2022, NCMEC a aidé à financer un voyage en Floride à la famille afin qu'elle puisse rencontrer ses proches en personne. Le Hope for Holly Project avait atteint son objectif. Mais ce n'est pas tout. Il a alors été rebaptisé Dean and Tina Lynn Clouse Memorial Fund. Et son nouvel objectif était d'essayer d'identifier d'autres Jane et John Doe non identifiés. Le projet est d'ailleurs devenu si populaire qu'en octobre 2022, il est devenu Généalogie pour la justice. La famille Clouse et la famille Lynn ont travaillé avec Alison Peacock en tant que conseillers, tous main dans la main, dans l'espoir de trouver d'une part ce qui leur était arrivé,
et de pouvoir découvrir d'autres Jane et John Doe. Mais alors, maintenant qu'on sait plus ou moins qui ils sont, qui étaient-ils réellement, pourquoi leur famille ne les a jamais portés disparus, et quelle est cette histoire de femmes qui viennent d'une secte nomade, d'un culte religieux en blouse blanche, qui ont déposé ce fameux bébé dans cette église? Eh bien, on en sait quand même un petit peu plus. Heureusement, sinon je ne vous aurais pas traité cette affaire, ça n'aurait servi à rien. Tina Gayle Lynn est née le 21 septembre 1963. Au moment de sa disparition, elle n'avait que 17 ans. En 1978, Tina avait rencontré Dean à New Smyrna Beach, en Floride, à l'âge de 15 ans, et Dean, lui, était âgé de 19 ans. Le frère de Tina sortait déjà avec la sœur de Dean, et le couple s'était marié un petit peu plus tard. Dean et Dina vivaient une romance tourbillonnante selon leur famille, et le jeune couple s'était marié le 25 juin 1979, alors qu'ils n'avaient que 16 et 20 ans. Leur fille est née le 24 janvier 1980, et ils avaient été extrêmement investis dans les soins de leur jeune petite fille, Holly Marie. Au début, le couple vivait avec Sherry Lynn, la sœur de Tina. Dean et Tina avaient déménagé du comté de Volusia, en Floride, à Lewisville, au Texas, à l'été 1980 avec leur petite fille, Holly Marie. Dean avait été ébéniste et il a obtenu un emploi chez D.R. Horton Home Builder et il avait décidé de déménager sa famille au Texas parce qu'il pensait, pire, il était persuadé que cela l'aiderait à obtenir beaucoup plus de travail. Au début, le jeune couple vivait avec le cousin de Dean. Ils l'ont fait afin de pouvoir notamment économiser pas mal d'argent pour leur première maison. Mais Dean a rapidement déchanté lorsqu'il a découvert que le travail n'était clairement pas aussi stable qu'il l'espérait. En octobre 1980, quelques mois seulement après avoir déménagé au Texas, la famille Klaus a refusé de rester en contact avec leurs familles respectives. Les autorités pensent que les Klaus ont été assassinés entre octobre 1980 et janvier 1981, et c'est à peu près à l'époque où le couple avait coupé le contact avec leur famille. Dans ce laps de temps, quelque chose s'était passé, qui avait convaincu les Klaus de s'isoler davantage de leur famille. Mais quoi ? Ils ont été vus pour la dernière fois à Lewisville, au Texas, et la police n'a pas encore déterminé pourquoi les corps du couple avaient été retrouvés près de Houston, car ils se trouvaient tout de même à environ 250 miles de chez eux. 250 miles, ça représente environ 400 km, je vous mets le vrai nombre de kilomètres à l'écran, malheureusement je suis resté en miles pour cette affaire, désolé, mais je vous mets à l'écran le chiffre exact, mais de mes souvenirs ça représente à peu près 400 km. C'est quand même une longue distance, donc pourquoi ont-ils été assassinés à cet endroit? Pendant des mois, la mère de Dean, Donna Casasanta, s'est demandé ce qui était arrivé à son fils. En 1981, elle a finalement décidé de signaler Dean et Tina comme personnes disparues. Cependant, la police était extrêmement réticente à examiner le couple en raison du fait que le couple avait coupé contact avec leur famille. Donc, normal finalement qu'il n'ait aucune nouvelle d'eux. Pourquoi les porter disparus? Les policiers ont d'ailleurs souligné que la voiture du couple avait été rendue à des parents en Floride. En décembre 1980, les parents de Dean en Floride ont été contactés par une femme appelée Sœur Suzanne. Elle leur a dit qu'elle voulait leur rendre la voiture de Dean et qu'elle les rencontrerait à l'hippodrome de Daytona en Floride. À l'époque, Dean et Tina n'étaient toujours pas en contact avec leur famille et il est possible que le couple ait déjà été tué à ce stade. La famille a rapidement contacté la police au sujet de leur contact avec Sœur Suzanne et bien qu'ils soient au courant de la réunion, la police a simplement choisi de ne pas y assister. Débrouillez-vous, c'est pas nos affaires. Les membres de la famille ont rencontré Sœur Suzanne, ainsi que quelques autres membres de la secte sur l'hippodrome, mais ils sont finalement restés avec encore plus de questions que de réponses. Les membres de la secte ont insisté sur le fait qu'ils ne pouvaient se rencontrer que la nuit. Sœur Suzanne était la seule de leur groupe à être autorisée à parler, et les autres personnes ont dû rester silencieuses comme ça pendant tout le long de la réunion, avec leur robe blanche, pieds nus, à les écouter parler. Il a alors été dit aux parents que Dean et Tina avaient rejoint leur groupe religieux et qu'ils ne voulaient plus maintenir un contact mondain avec les membres de leur famille. Donna Casasanta, la mère de Dean, a demandé à parler à son fils ou même à Tina au téléphone, au moins l'un des deux, car elle voulait avoir de leurs nouvelles. Elle s'inquiétait pour eux, elle voulait au moins savoir s'ils étaient en bonne santé, s'ils étaient en vie, et qu'était devenu le bébé. Mais cette demande a été rejetée.
Sœur Suzanne a demandé à Donna Casasanta de donner 1000 $ à leur culte en échange de la remise du véhicule. C'était un comportement extrêmement étrange, et ça a rendu les parents méfiants des motivations du membre de la secte, même si déjà dès le départ j'imagine qu'ils devaient être extrêmement méfiants quant à ces personnes. La nouvelle que le couple Klaus se serait précipité pour rejoindre une secte ne leur convenait tout simplement pas. Ils pensaient que c'était très peu probable. Les proches de Dean et Tina croyaient que la seule raison pour laquelle la voiture du couple leur avait été rendue était plutôt d'éloigner les soupçons du couple disparu, afin que leur famille ne contacte pas la police et ne leur demande pas de l'examiner. Et lorsque les parents ont repris contact avec la police au sujet du couple disparu, on leur a dit que parce que Sœur Suzanne avait dit à la famille que Dean et Tina avaient rejoint le groupe religieux, ils ne devaient surtout pas du tout être des personnes disparues. Grave erreur, gravissime erreur de leur part. La police ne semblait pas faire beaucoup d'efforts pour trouver le couple disparu, clairement ils en avaient rien à faire, et faut dire ce qui est. Dans les années 80, la police n'est pas celle d'aujourd'hui, même si aujourd'hui, faut souvent leur taper dessus pour qu'ils acceptent de traiter certaines affaires, il n'empêche qu'ils sont tout de même beaucoup plus efficaces qu'à l'époque. Quoi qu'il en soit, sans vouloir jeter la pierre aux policiers, la famille Lynn et la famille Klaus ont commencé à travailler ensemble pour essayer de retrouver le jeune couple par elles-mêmes. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais été en mesure de les retrouver, et pour cause. Peu de temps après, ils étaient décédés, et finalement, ils étaient probablement décédés avant même qu'ils aient été au courant de la secte Sœur Suzanne et la fameuse voiture. Forcément, la famille a donné tout ce qu'ils pouvaient et fait tout en leur pouvoir pour essayer de les retrouver. Ils ont commencé à entrer en contact avec diverses agences, et la famille Lynn est carrément allée à l'Armée du Salut et leur a parlé de Dean et Tina. Ils savaient que l'organisation tenait des bases de données fédérales sur les personnes disparues dans tout le pays, et ils espéraient pouvoir utiliser cette source pour essayer de retrouver leurs proches. Malheureusement, rien n'en est revenu. Aucune nouvelle, rien du tout. À un moment donné, la police a un petit peu commencé à enquêter sur l'angle potentiel selon lequel les Klaus avaient été assassinés par un culte religieux nomade nommé Jesus Freaks. Ces types de cultes étaient assez courants dans les années 70, bien qu'ils aient commencé à décliner dans les années 80, heureusement. Dean Klaus avait eu un léger intérêt pour ce type de groupe religieux lorsqu'il était adolescent, mais au moment où il avait rencontré Tina Lynn, ils étaient beaucoup moins intéressés à eux, il avait d'autres choses à faire, s'occuper de sa femme, trouver un travail, acheter une maison et s'occuper de leur fille. Mais peut-être était-il possible que Dean se soit à nouveau intéressé à de telles sectes une fois qu'il avait déménagé sa famille au Texas. Il avait déménagé dans un nouvel endroit, loin de sa famille et de ses amis, et peut-être était-il attiré par cette secte en question. Peut-être aurait-il été intéressé à trouver un sens à la communauté de Lewisville, car il n'avait pas encore pris racine, et qu'il a simplement fait des mauvaises rencontres à ce moment-là. En plus de ça, il galérait à trouver du travail, ce n'était pas le rêve comme il se l'imaginait, donc une chose en entraînant une autre, on reste sur des suppositions. Pendant des décennies, l'identité du groupe religieux nomade qui avait probablement été responsable de la mort du couple Klaus et aussi de laisser Holy Mary à l'église était inconnue. Le groupe était connu pour voyager dans tous les États du Sud et il croyait en la séparation des femmes et des hommes. Le groupe croyait également au végétarisme et refusait d'utiliser des articles en cuir. Il y avait eu un incident précédent au cours duquel des membres de la secte avaient laissé un bébé dans une laverie automatique dans le passé. L'identité du groupe de culte a finalement été révélée en 2023, l'année dernière. Ils étaient la famille du Christ. C'était un groupe nomade qui avait été fondé par Charles Franklin Lightin-Amen McHugh. Il a dit à ses disciples qu'il était le représentant direct de Dieu. Le culte était censé être basé sur la Bible, cependant, comme dans la plupart des sectes, il dépendait en grande partie de l'interprétation de McHugh. Dans le culte de la famille du Christ, les hommes et les femmes étaient séparés et ils devaient rester strictement célibataires. La secte a exigé des quantités extrêmes de loyauté de la part de ses membres. L'une des façons dont ils l'ont fait était d'exiger que leurs membres de la secte abandonnent leurs enfants. Et tous les membres l'ont fait, parce que les enfants étaient considérés comme n'ayant aucune utilité dans le groupe nomade et ils ne seraient que ralentis par ces enfants. Ils les appelaient d'ailleurs excès de bagages. Sympa.
Les enfants avaient besoin de soins supplémentaires, de scolarité, et les parents se concentreraient trop sur eux plutôt que sur la secte. Et ainsi, les parents abandonnaient tous un à un leurs enfants. Leurs enfants étaient souvent disposés dans des lieux publics tels que des églises ou des laveries automatiques afin que quelqu'un d'autre puisse s'occuper d'eux. Les membres de la secte étaient tenus de vendre tout ce qu'ils possédaient et de donner tout l'argent à la secte. Ils ont été autorisés à fumer du pot et du tabac, cependant, il leur était strictement interdit de boire de l'alcool. McHugh avait commencé à voyager dans les années 60, à dormir sur des bancs de parc et à plonger dans les bennes à ordures pour son prochain repas. Il avait peut-être aussi passé 40 jours dans le désert de Mojave, car il croyait qu'il était la réincarnation de Jésus. Alors qu'il commençait à accumuler des adeptes, la famille Christ voyageait au Texas, en Arizona et en Californie dans les années 70 et 1980. Rick Ross, qui avait travaillé pour le FBI, a parlé du culte sans nom auparavant. Il a déclaré qu'en jugé par la description des femmes vêtues de robes pieds nus, le culte anonyme était probablement Famille du Christ. Il a déclaré ce qui suit. Il n'y a pas d'autre groupe qui portait des robes blanches et qui se promenait pieds nus, à part la Famille du Christ. Et la localité correspondrait aussi, le calendrier correspondrait également. Ross a parlé de la façon dont il croyait que la Famille du Christ était l'une des sectes les plus destructrices de l'histoire moderne. Il a été suggéré que Dean et Tina Klaus avaient peut-être volontairement abandonné leur petite fille lorsqu'ils avaient été recrutés par cette secte. C'est ce que la secte leur demandait. Les deux femmes qui s'étaient présentées à l'église avaient une lettre de Dean, renonçant à ses droits parentaux. Avaient-ils réellement écrit cette lettre? Ou les membres de la secte l'avaient-ils écrit eux-mêmes, prétendant que c'était de la part de Dean? Si le couple Klaus avait donné volontiers leur fille aux membres de la secte, pourquoi ont-ils tous les deux été assassinés? La façon dont ils étaient morts, l'étranglement pour Tina et le fait d'être attachés et battus pour Dean montrent qu'ils ont tous les deux été assassinés d'une horrible violence. McHugh, le chef de cette secte, avait acquis une réputation de chef de secte psychopathe. Il prenait les enseignements de la Bible et déformait leur sens pour ses propres besoins. La famille du Christ voulait que les membres de la secte soient complètement coupés de leur famille, les gardant ainsi isolés à sa merci. McHugh encourageait fortement ses partisans à consommer de la drogue, tout comme il le faisait également. Il était connu pour abuser émotionnellement et psychologiquement ses membres, il contrôlait extrêmement ces derniers, et était connu pour anéantir complètement les familles, et il ne semblait pas non plus se soucier de qui il avait blessé, tant qu'il maintenait un contrôle manipulateur de ses disciples. En 1987, McHugh avait pris la fuite avec certains de ses disciples. Cela était de courte durée puisqu'il a finalement été arrêté pour des accusations concernant la drogue. McHugh a été reconnu coupable de possession et de transport de méthamphétamine, de possession d'une aiguille hypodermique et de possession d'une arme dissimulée. Il a été condamné à une petite peine de 5 ans de prison. Certains de ses disciples ont également été arrêtés pour des accusations de drogue, et lorsque McHugh est allé en prison, le culte s'est enfin dissous, heureusement. L'homme est décédé en 2010. Beaucoup de ses membres de la secte sont toujours actifs en ligne et ont rejoint divers chats de secte. Les meurtres de Tina et Dean ne sont toujours pas résolus à ce jour. Leur enquête est considérée comme active, certains détails étant tenus à l'écart des médias au cas où cela affecterait l'affaire, mais maintenant que le couple a été identifié et que Holly Marie a été retrouvée vivante en bonne santé, la police a intensifié l'enquête pour essayer de savoir qui a assassiné le couple il y a des décennies. Leur tueur pourrait encore être en vie, et j'espère d'ailleurs qu'ils seront un jour traduits en justice. Personnellement, les affaires de sectes sont des affaires qui me fascinent. En ce moment, je ne regarde que des documentaires concernant les sectes, et j'en profite pour vous dire que si ces affaires vous intéressent, c'est avec plaisir que je peux éventuellement vous les raconter sur cette chaîne, quand bien même, je le sais, les 3/4 ont déjà été traités sur YouTube français, mais bon, je sais que vous ne regardez pas forcément tous les YouTubers True Crime, et que certains aiment bien les redécouvrir avec d'autres détails ou simplement d'autres façons de raconter les affaires. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue et que quand bien même les coupables n'ont toujours pas été retrouvés, mais on sait très probablement que c'était à cause de cette secte qu'ils ont été assassinés, que cette affaire vous a tout de même intrigué,
et plus entre guillemets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou alors pour les plus silencieux à mettre un petit like pour nous montrer que cette affaire vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que le contenu de notre chaîne vous plaît. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous pour votre soutien, passez une bonne soirée. Ciao.